Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux à cette nouvelle conférence organisée par l'Académie de l'air et de l'espace en partenariat avec le Médiathèque, la mairie de Toulouse, la Cité de l'Espace et la Société des Amis de la Cité de l'Espace. Donc ce soir, nous allons plonger dans un univers sombre, celui de la matière noire et de l'énergie sombre ou noire selon la traduction que vous préférez de l'anglais Dark Energy. Donc ce sont deux éléments qui ont été introduits dans la cosmologie de façon purement théorique pour essayer de traduire des observations, mais sans qu'on ait la moindre idée de la nature même physique de ces éléments. Et ce qui est important, c'est que depuis qu'on cherche à trouver des éléments physiques correspondant à la matière noire, on n'y arrive pas, et certains commencent à douter même de son existence. Et depuis qu'on observe l'énergie noire, que l'on croyait constante, on commence à penser qu'elle a varié au cours des temps passés depuis la naissance de l'univers. Donc la mission Euclide vient à point nommé pour apporter des informations, des observations complémentaires, et à la fois en quantité et aussi en qualité. Donc c'est ce que Pierre Cazeneuve va nous expliquer. Pierre Cazeneuve est au CNES depuis 2010, c'est un ingénieur. Il a commencé à travailler sur des systèmes sols pour valider la mission de navigation GNSS. Et donc il est depuis 2019, si je ne me trompe pas, sur la mission Euclide. Et il est aujourd'hui responsable de toutes les contributions françaises à la mission Euclide. Et la France est un contributeur très important de cette mission. Alors avant de lui passer la parole, je dois vous préciser que les questions seront posées après la présentation qui va durer environ 1 heure. Et je dois aussi vous préciser que la conférence est enregistrée pour qu'elle soit accessible sur le site de l'Académie. Bonne conférence, merci. Pierre Cazeneuve. Bonsoir à tous. Donc effectivement, Pierre Cazeneuve, je suis le chef de projet des contributions françaises à la mission Euclide. Je travaille au CNES et je vais vous parler pendant 1 heure de la mission, des premiers résultats, puisque le satellite est parti le 1er juillet 2023, donc au bout de 2 ans, on a quand même quelques résultats, pour une mission sélectionnée en 2011. Et avant ça, quand on parle cosmologie, il faut faire un peu de simplification. Alors, s'il y a des astrophysiciens dans la salle, je m'excuse, mais j'essaye de simplifier au plus pour que ce soit accessible. La cosmologie n'est pas la partie la plus accessible, ça peut être une science un peu aride. Quand je coparle avec mes collègues de Gaïa, c'est un peu plus facile de faire un catalogue d'étoiles et d'expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'on fait. Sur la cosmologie, c'est un peu plus dur. Donc on va parler un peu de cosmologie, on va parler du satellite, de la mission, qu'est-ce qu'on fait avec ce satellite, un peu le segment sol, un retour sur ce qui s'est passé pendant les 2 dernières années, et enfin les premiers résultats. Normalement on est en heure, mais je suis un peu bavard, donc peut-être que j'accélérerai un peu. Donc la cosmologie. On va revenir 100 ans en arrière, hein. C'est pas beaucoup 100 ans. 1927, Edwin Hubble, qui étudie des chandelles standards. Donc les chandelles, c'est des objets dans le ciel dont on connaît parfaitement la luminosité. Et donc, il vient étudier la vitesse de ces chandelles par rapport à leur distance. Et il trouve cette courbe, alors, qui est avec une erreur d'un facteur 10 maintenant, mais c'est quand même une courbe fort connue de la constante de Hubble, qui vient démontrer que l'univers est en expansion. Okay, donc en fait, le fait que l'univers soit en expansion, ça date uniquement d'il y a 100 ans. Et pour la petite histoire, en même moment, Georges Lemaître arrive à peu près à la même conclusion en étudiant l'effet Doppler des galaxies, et enfin des sources lointaines et des chandelles, et il publie en français. Et le temps de le faire traduire, en fait, son papier il devient en anglais, il devient connu après Hubble. Donc pendant longtemps, on parlait de la constante de Hubble. Maintenant, on parle un peu plus de la constante de Hubble-Lemaître pour reconnaître que en fait, ces travaux ont été faits par ces deux-là. Ensuite, en 1933, Fritz Zwicky, chercheur suisse avec un caractère, étudie les 7 galaxies de la chevelure de Bérénice dans l'amas de Coma, qui est un groupe de galaxies assez proche, et il se rend compte que la masse
Ouais, la masse induite par la rotation des galaxies entre elles dans ce cluster de galaxies, pour répondre aux théories de la relativité générale, est largement supérieure à ce qu'on voit, ce qu'on déduit de masse par rapport à la lumière qu'on reçoit de ces différentes galaxies. Ces travaux n'ont pas été trop repris pour différentes raisons. Un, ces relations. Deux, les erreurs de mesure. Et surtout, en 1973, maintenant, donc on va faire encore 40 ans de plus, mais entre-temps, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas aidé. On n'a pas trop regardé l'univers. Et Vera Rubin, astronome américaine, elle fait une étude des étoiles dans notre galaxie en allant mesurer la vitesse de rotation des étoiles par rapport au centre de la galaxie, des étoiles les plus lointaines. Et donc, théoriquement, plus on s'éloigne, plus la vitesse de rotation doit baisser au bout d'un moment. Mais ce qu'elle mesure, c'est que la vitesse reste constante. Donc, toujours pareil, si la vitesse est constante, ça veut dire qu'il y a de la matière, quelque chose qui vient faire de la gravité, en plus, et qu'on ne voit pas. Et c'est ça la création de la matière noire. C'est, en gros, on a des équations qu'on n'arrive pas à équilibrer et on rajoute un terme, une matière qu'on ne connaît pas, quelque chose qui fait de la gravité pour pouvoir équilibrer. Et donc, ça nous amène à 85% de matière noire, 15% de matière baryonique. Donc déjà, rien que sur ça, on a 85% de matière, on ne connaît pas. En 1998, par l'étude des supernovas 1A, l'équipe de Perlmutter, il étudie, c'est le plot qui lui a valu le prix Nobel. Donc, pareil, là, par rapport à la distance, la vitesse d'éloignement des différentes supernovas, et par un fit qu'on voit là, mais qui lui a valu un prix Nobel, donc on ne le remet pas en cause, il montre qu'il y a une accélération de l'expansion de l'univers dans les dernières années. Et ça, techniquement, avec le Big Bang, c'est compliqué, parce que si le Big Bang, ça explose, au bout d'un moment, ça doit s'arrêter d'agrandir ou ça doit continuer à une vitesse constante. Mais là, ça s'accélère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pousse qu'on ne connaît pas. Et ça amène à l'énergie noire. Donc, en gros, alors, les chiffres peuvent un peu varier de 1 ou 2%, mais on connaît 5% de la matière. Il y a 26% de matière qu'on ne connaît pas, donc quelque chose qui fait de la gravité et qui est la matière noire, et 70% à peu près d'énergie noire, donc quelque chose qui pousse de l'énergie, mais qu'on ne connaît pas. Et on n'a aucune idée de ce que c'est. Okay. Comme vous disiez, ça permet d'équilibrer les équations. L'autre possibilité, c'est qu'on est tout faux. C'est juste qu'on essaye d'équilibrer les modèles. Donc Euclide, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, Euclide, il regarde donc, par rapport au Big Bang et à la création de l'univers, le tout début de l'univers, tout le système, l'ère de Planck, 300 000 années après le Big Bang, le début de ce qu'on peut voir, tout ça, on ne voit pas. Les premières galaxies, JWST dans le moyen infrarouge, tout ça, on ne voit pas non plus. Nous, on regarde à partir de moins 10 milliards d'années à aujourd'hui. Okay. Ça, c'est là où l'accélération de l'expansion de l'univers se met en place. Et donc, c'est pour ça qu'on vient étudier sur cette tranche de temps pour venir reconstruire l'historique de l'univers sur ces 10 derniers milliards d'années. Un concept, parce que je vais sûrement l'utiliser, ou parler de Z ou quoi, le redshift. Le redshift, c'est par effet Doppler, en fait, plus une galaxie est éloignée de nous, plus la lumière qu'on reçoit est décalée dans le rouge, puis dans l'infrarouge. C'est exactement pour ça que JWST, avec des capteurs dans le moyen infrarouge, il est capable de remonter encore plus loin dans l'histoire. Plus on va dans l'infrarouge, plus on va loin dans le temps. Et donc, le redshift, qui est noté Z, c'est une unité qu'on utilise beaucoup, qui permet de venir manipuler. Et donc, nous, sur Euclide, on va venir travailler entre redshift égale 0,8 et redshift égale 2. Donc, à peu près entre 10 milliards d'années et moins 1 milliard d'années-lumière par rapport à nous. Voilà. Donc, le redshift, c'est juste, donc vous avez vu, hein, c'est pas linéaire. Le Big Bang, il est à redshift 13,8, mais nous, on va à 2, et à 2, on est déjà à moins de 10 milliards d'années. Donc, en fait, après, vu que c'est pas linéaire, ça va très vite. Ça permet d'avoir une unité un peu plus courte, mais en gros, le redshift, ça permet de savoir à quelle distance est une galaxie. Donc, nous, on va venir essayer avec Euclide de venir étudier
la matière noire et l'énergie sombre dans l'histoire de l'expansion de l'univers sur les moins 10 derniers milliards d'années. Donc la matière noire, c'est la partie de gauche. On va venir étudier les effets de la matière sur la forme des galaxies qu'on voit, ce qu'on appelle le cisaillement gravitationnel, sur 1,5 milliard de galaxies. Donc des études statistiques sur la déformation de ces galaxies. Et par contre, pour la distribution des galaxies, qui est un peu plus liée avec l'énergie noire, on va venir étudier 35 millions de galaxies, mais très précisément, en positionnant très précisément leur redshift pour venir faire vraiment une carte beaucoup plus précise de l'univers, mais sur moins de galaxies, 35 millions. Alors, le lentillage gravitationnel. Donc, on va commencer par le simple, celui que tout le monde connaît à peu près, les lentilles gravitationnelles, les croix d'Einstein. Donc, le lentillage gravitationnel fort, en gros, il y a une source. Ça va marcher, ça. Il y a une source ici, un gros objet, un soleil, une galaxie, quelque chose, et nous, sur Terre ou Euclide un peu plus loin, sur le trajet. Et en fait, la lumière de l'objet, là, va se retrouver tordue, et donc, au lieu d'être ici, l'étoile, on va la voir là. Okay, et si c'est parfaitement aligné, il se passe ce qu'il y a ici, c'est-à-dire qu'en fait, ces 4 points, ce sont exactement la même source, mais dont la lumière a été modifiée par le gros objet au premier plan pour venir créer cet anneau parfait. Donc ça, c'est le lentillage gravitationnel fort. On ne va pas faire ça sur 1,5 milliard de galaxies. Il n'y a pas 1,5 milliard de galaxies où il y a des effets de lentillage gravitationnel fort. Nous, ce qu'on fait, c'est le lentillage gravitationnel faible. La lumière qu'on reçoit de n'importe quelle source, de moins 10 milliards d'années, cette lumière, elle sera passée au travers de tout un ensemble de galaxies et de masses, matière noire et matière connue, qui auront modifié le trajet de la lumière tel qu'on le reçoit. Et donc, ce qu'on va venir mesurer, c'est ces déformations induites par l'intégralité de la matière entre nous et cette cible-là, sur 1,5 milliard de sources, pour venir chercher des effets de moins de 1%. Donc, 1%, c'est la différence d'ellipticité entre Uranus et la Lune. Pourtant, à l'œil, on ne voit pas grand-chose. Et donc, pour ça, on a besoin de beaucoup de ciel. Donc, je reviendrai après pourquoi on vient scanner autant de ciel. D'un télescope qui ne bouge pas. Et il faut qu'il freine les photos les plus parfaites possibles. Et comme il n'y a jamais de télescope parfait, un système instrumental n'est jamais parfait, on a besoin de savoir exactement comment le télescope répond à une impulsion, et donc comment ce qu'on appelle la PSF, comment une source est déformée dans le système. Donc ça, c'est le lentillage gravitationnel faible. Ça permet de venir, en venant découper par redshift l'univers, on est capable de reconstruire des cartes de masse, mais des cartes de masse totales, noires et visibles, sur 10 milliards d'années. La deuxième partie, ce sont les oscillations baryoniques acoustiques. Là, c'est le niveau au-dessus. Celui-là est un peu plus compliqué. Alors là, je prends encore plus de raccourcis. Mais en gros, vous avez le fond diffus cosmologique. Ça, c'est vraiment la répartition d'énergie au tout début de l'univers connu. C'est la carte de Planck, pour ceux qui connaissent. Et donc là, vous voyez des zones avec un tout petit peu plus d'énergie et des zones avec un tout petit peu moins d'énergie. Okay, et en fait, ce décalage de différence, il va venir se retrouver au fur et à mesure de l'univers, et on a une distance préférée, ce qu'on appelle le pic de BAO. Il y a une distance préférée dans l'univers, et donc une fois qu'on connaît précisément la distance de la galaxie par rapport à nous, et alors là par contre il ne faut pas se tromper, il ne faut pas avoir de grosses marges d'erreur sur le redshift, donc on a besoin d'avoir une mesure très précise du redshift. On va venir mesurer ces structures pour venir reconstruire beaucoup plus précisément et finement les structures de l'univers au fur et à mesure de son évolution, pour venir en déduire l'évolution de la matière noire et des énergies et des forces à chacune de ces tranches. Spectroscopie, en BAO, c'est beaucoup plus fin qu'en Weak Lensing, qui ne donne qu'une intégrale de la masse.
Voilà, donc du coup, l'anti-age gravitationnel faible, on a un imageur visible qui va prendre des photos les plus parfaites possibles pour venir mesurer ces déformations. Et pour la partie BAO, on a un spectromètre imageur dans l'infrarouge, je reviendrai dessus, pour venir déterminer les redshifts par spectroscopie, qui est une manière beaucoup plus efficace et précise de venir mesurer les redshifts. Tout ça sur un télescope qui va venir observer un tiers de la Voie lactée. Voilà. Donc, normalement, vous avez à peu près compris la cosmologie. Ou alors, vous en concluez que franchement, on ne connaît rien du tout et que c'est du vent. C'est possible aussi. Mais voilà, donc on a une grosse partie, la moitié du télescope, c'est pour le lentillage gravitationnel faible, et l'autre partie, l'instrument NISP, c'est la spectroscopie. Je vais revenir dessus. Quand on vient scanner un tiers du ciel, en fait, on vient ce qu'on a fait le faire aussi naturellement, la science héritage d'Euclide, c'est-à-dire tout ce qu'on va venir mettre à disposition de toute la communauté en astrophysique. Et donc, par exemple, le plus grand relevé du ciel qui a été fait en proche infrarouge comme nous, avec une profondeur de 24 magnitudes, en allant chercher les sources jusqu'à une magnitude 24, il faisait 13,5 degrés carrés avant Euclide. Nous, on va venir fournir 14 000 degrés carrés de données avec Euclide. Donc on multiplie par 1000 la quantité de ciel qui aura été imagé. Et donc, on s'attend à trouver des milliers et des milliers de quasars à très haut redshift, Z égale 7, Z égale 8, énormément de lentilles gravitationnelles fortes, 170 000, il y en a déjà eu plus de 500 dans la première release de données, je reviendrai dessus, et etc., etc. Et tout ce qu'on ne sait pas. Okay, donc vraiment, toutes ces images, en fait, oui, nous, dans le cadre de la mission Euclide, on va venir les étudier et les traiter pour venir faire de la cosmologie, mais toutes ces sources qui seront trouvées, toutes ces galaxies, toutes ces étoiles, seront aussi mises à disposition de la communauté astrophysique, d'astro, et pour études complémentaires, et c'est ce qu'on appelle la science héritage. Ça a été une des clés aussi de la sélection de la mission en 2011. Voilà. Le satellite. Donc, c'est facile. Le satellite, c'est un gros appareil photo. Hein. Globalement, pour ceux qui ont connu les appareils photo avec téléobjectif, alors maintenant, quand je vais en classe, les gamins ils me regardent avec des yeux comme ça en disant « mais c'est pas ça, un appareil photo ». Mais normalement, là, vous devriez reconnaître quand même l'objectif. Et donc, il fait 4,80 m de haut. 3,70 m, ça c'est un gros carré là, la base. La base en fait c'est le télescope, enfin le satellite en lui-même et toute la partie de service. 3,70 m sur 3,70 m, 5 m de haut, 4,80 m de haut. Donc là vous voyez les panneaux solaires derrière. Le télescope ici qui fait rentrer la lumière, et tout ça c'est là où il y a les instruments. Là on devine un peu l'instrument NISP qui n'était pas encore entièrement caché. Il pèse 2 tonnes 2 en tout, et il a été donc fabriqué, le lead du télescope, pas du satellite complet, c'est Thales Italie. Le télescope, donc la partie miroir, c'est Airbus Defence and Space à Toulouse qui l'ont fait. Et le consortium Euclide dont je vais parler après, il a fourni les 2 instruments. Donc sur les 2 tonnes 2, il y en a 570 qui sont prises par le télescope. Donc le télescope, un miroir primaire de 1,20 m. C'est pas très gros, hein, c'est 2 fois plus petit que le miroir de Hubble, mais il est très bien, enfin il est très, très, très stable. Et tout un système de miroirs dans le télescope, bon là c'est mis à plat, pour venir envoyer le champ de vue à la fois à NISP et à VISE. Et donc les champs de vue sont vraiment les mêmes. Donc on voit la même zone de ciel au même moment à chaque fois qu'on prend les images. Et il est stabilisé thermiquement à 135 Kelvin et il ne faut pas qu'il bouge. Toute déformation thermique vient modifier la structure du télescope et vient modifier du coup la forme des galaxies. Et donc tout ça c'est en carbure de silicium
venant de Boustec à Tarbes, qui est le grand leader européen, y compris l'instrument NISP qu'on voit là, qui lui a été réalisé sous maîtrise d'ouvrage CNES au LAM à Marseille. Et donc lui, c'est lui qui fait à la fois spectro. Donc un spectro, c'est comme on met un prisme devant et ça vient mesurer les raies de lumière. Hein. C'est vrai que je l'ai pas introduit ça. Mais donc il fait de la spectro entre 900 et 2000 nanomètres et de la photométrie, donc des images en infrarouge, dans 3 bandes infrarouges. Il pèse 160 kg et on reçoit 240 gigas de données par jour de l'instrument. Il tourne tout le temps. Grande participation européenne, donc la France est largement devant, mais on a aussi toute la partie électronique qui a été faite en Italie, que ce soit du contrôle ou du traitement de lecture des détecteurs. Toutes les MLI sont noires dans Euclide parce que ce qu'on ne veut pas, c'est de la lumière, parasite, à la base. L'instrument vise donc l'appareil photo, là, mais un peu plus gros, 25 kg ou 30. Lui, il descend beaucoup plus de données, 500 gigas par jour, et entre le rythme de prise de vue et le champ de vue, en fait, en une seule journée, on prend autant de ciel que Hubble en 30 ans. Donc on est vraiment. Hubble est un observatoire. Hein, donc Hubble, JWST, ils sont faits pour regarder à des zones de ciel bien précises pendant très longtemps. Nous, on est fait pour scanner le ciel. Mais du coup, on scanne beaucoup plus de ciel, mais ça reste impressionnant. Et voilà, donc ça, j'aime bien. Ça permet de mieux visualiser. Ça, c'est le ciel. Parce que techniquement, 0,5 degrés carrés, c'est la pleine lune. Mais se rendre compte de ce que c'est que la pleine lune, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est un champ de vue Hubble. Là ou là. Ça, c'est un champ de vue JWST. Et ça, c'est le champ de vue Euclide. Ça, c'est le champ de vue du roman Wide Field Imager qui est prévu en 2027. Donc, c'est un télescope de la NASA. Ils ont des petits soucis de budget pour l'instant, mais on va voir s'il survit celui-là. Il a chaud aux fesses en ce moment, comme le Goddard. Voilà, donc le champ de vue d'Euclide est immense par rapport à tout ce qui se fait ailleurs dans l'espace. La mission. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce télescope? Donc, ça reste une mission européenne qui a coûté beaucoup d'argent, du coup c'est très compliqué là, le montage. Donc, le grand chef, le vrai chef de projet, entre guillemets, pas le chef de projet que des contributions françaises, c'est Pierre Ferhuit à l'ESA et responsable scientifique Valéria. Mais donc la mission, elle est composée d'une partie de l'ESA qui a fourni le lancement, le spacecraft via Thales, le télescope, les centres de contrôle et les antennes, et d'un consortium européen, mondial même, pardon, mais principalement européen, qui a fourni les 2 instruments, VIS et NISP, et tout le segment sol de traitement. Donc toute l'informatique qui traite et tous les logiciels qui traitent les données au sol. Donc le consortium Euclide, c'est 2600, entre 2500 et 3000 membres, 200 laboratoires, je crois qu'on le voit ici, donc il y a 18 pays. Je ne vais pas tous les citer. Principalement, il y a beaucoup de pays européens, États-Unis, Canada, Japon. Okay, et bon, il y a un nombre. Et ça, c'était l'année dernière à Rome pour le meeting annuel. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde derrière la mission Euclide, beaucoup de chercheurs. Et donc, le premier contributeur, c'est la France, en fournissant un tiers de la mission, avec l'Italie. Le Royaume-Uni juste un peu derrière, à égalité avec l'Allemagne et les Pays-Bas, les 5 pays les plus finançants. Mais on a en tout 200-300 institutions, ça dépend comment on compte. Et voilà, donc toute la partie analyse scientifique, les 2 instruments et les traitements des données ont été fournis par ce consortium. Et donc le CNES et la contribution française, elle se trouve ici. Et sans ça, la mission n'existe pas. On a un lancement et un télescope, mais on n'a pas d'instrument derrière. Et donc, ce 1/3 du ciel, il est là. Donc, en fait, dans le ciel, quand on veut voir comme nous l'univers profond, on perd très vite de l'intérêt. Donc ça, c'est en gros le ciel autour de nous éclaté sur une carte, sur un planisphère. Et donc, vous avez déjà le plan galactique,
où là, il y a toute la lumière de la galaxie, et là, on ne voit rien de ce qu'il y a derrière. Nous, on ne veut pas voir notre galaxie, on veut voir ce qu'il y a derrière. Donc, toute la partie où la galaxie fait trop de lumière, on ne voit pas. Et l'autre coupure qu'on voit ici, c'est le plan de l'écliptique, c'est là où tous les objets tournent autour du Soleil, et il y a énormément de lumière zodiacale qui vient de toutes les poussières qui sont sur le plan de l'écliptique. Donc c'est pareil, on l'enlève. Et donc on se retrouve avec ces deux grosses îles au nord et au sud, et deux petites îles aussi au nord et au sud, mais un peu plus centrées, qui constituent le tiers du relevé. Ça a un peu bougé depuis le début de la mission, mais c'est à peu près ça. Aujourd'hui, on est à 13 000 degrés carrés qui seront faits pendant les 6 ans de la mission. Et on a 3 champs un peu spécifiques. Ce sont des champs profonds sur lesquels on va revenir régulièrement. On va jusqu'à 50 visites pour le champ Fornax, là, qui est ici, pour venir gagner du signal sur bruit. On va venir assembler les images ensemble et on va venir chercher de la profondeur en combinant les images ensemble. Et donc, en tout, sur ces 6 ans, on passe 2 tiers du temps à faire ce grand relevé de 1 tiers du ciel, et 1 tiers du temps, en fait, on vient soit retourner sur les champs profonds, soit faire de la calibration. En fait, on passe notre temps à venir repointer la même zone du ciel pour s'assurer que rien n'est bougé au sein du télescope. On a vraiment besoin de savoir exactement si le télescope a le moindre défaut, la moindre déformation. On doit être capable de la modéliser. Et donc pour ça, schématiquement, on repointe toujours la même zone de ciel. Globalement, en scannant toujours les mêmes 2 degrés carrés, s'il y a quelque chose qui se change dramatiquement dans ces zones-là, il y a plus de chances que ce soit nous que l'univers qui est changé pile à cet endroit-là, schématiquement. Et donc, comment on fait ce pointé régulier? Donc, en fait, à chaque pointé, à chaque fois sur les 0,5 degrés carrés, on vient faire 4 images. Pourquoi on fait 4 images? Parce que vous l'avez vu sur les images, les détecteurs ils sont l'un à côté de l'autre, mais il y a des espaceurs, il y a des gaps entre, donc ça nous fait des trous dans les données. Donc on vient bouger un tout petit peu pour avoir des images complètes. Et ces 4 images, c'est ce qu'on appelle des ditheurs. Et à chaque fois, sur ces 4 ditheurs, on vient prendre une image avec le VIS, en même temps on fait de la spectro. Pendant qu'on lit les données sur le VIS, on prend les images en infrarouge, J, H et Y, et ainsi de suite. Et donc ensuite, quand on a pris la première image, on vient tourner la roue à grisme du NISP pour prendre la deuxième image, mais pareil, on reprend une image VIS. On a un tout petit peu bougé. Entre-temps, on est passé de ce pointé-là à celui-là, puis à celui-là, puis à celui-là, et ainsi de suite. Une pause VIS, c'est 560 secondes, c'est à peu près 10 minutes. Et les 3 autres, c'est 5 minutes. Donc, en gros, à peu près là, il faut faire pour une pause, il nous faut entre 40 et 50 minutes. Et on passe au suivant. Le temps de repointer, etc. En gros, jour après jour après jour, on est le plus grand photographieur de l'univers. On prend 20 photos par jour et on scanne le ciel. Pour ça, le télescope, il n'est pas très, très souple. Justement, pour ne pas bouger et ne pas se déformer, on a besoin de le maintenir dans un état le plus stable possible. Et les 2 angles qu'on pensait être les plus importants avant le tir, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas tant que ça. Il y a un angle qui est très important, c'est l'angle SA. Donc vous avez le Soleil, et c'est l'angle comme ça. Okay, donc ça, une fois qu'on s'est positionné sur un des angles, on ne peut plus vraiment bouger, parce que là, plus on va se dépointer par rapport à cet angle-là, plus il y aura des modifications thermiques. Et après, il y a l'angle alpha, c'est quand on tourne par rapport au Soleil. Et une fois qu'on est dans une position, en fait, on ne fait que tourner sur le côté. Et donc, comme Euclide, il est sur le plan de l'écliptique comme tout le monde, et bien, par exemple, quand il est ici, on est capable de venir scanner toute cette zone de ciel-là. Et puis, au bout de 2 mois, on sera passé ici et on est capable de venir prendre des images de toute cette zone de ciel-là. Donc, on tourne naturellement autour du Soleil et on vient scanner. Et on vient scanner comme ça. On a un grand tuyage du ciel
et on prend des pauses et des pauses et des pauses. Et donc on part de, je sais pas où on part là, et puis on descend, on descend, on descend. Après là en zigzag, on remonte, etc. En maintenant le plus possible le télescope stable, et on prend des images et des images et des images. On a 20 observations par jour, donc 20 fois les 4 heures qui sont pris. On a juste une pause pendant qu'on télécharge les données. Rien que d'activer les systèmes de téléchargement de l'antenne grand gain pour venir télécharger les données, ça vient perturber le télescope et le pointé est moins précis, donc on skip. Pareil, quand on repointe l'antenne, on vient trop bouger le télescope. Voilà, donc en gros, on prend des photos, pour l'instant. C'est ce qu'on fait. Mais, en fait, rien qu'avec Euclide, on fait rien. C'est con quand même, à 1 milliard d'euros. On a, en fait, le problème d'Euclide, on veut déterminer des redshifts en photométrie pour la partie weak lensing. Et pour ça, il nous faut des couleurs pour savoir à quel point c'est rouge. Le problème, c'est que VIS, c'est un instrument en noir et blanc. Donc on a besoin de couleurs. Donc on a des couleurs dans l'infrarouge, parce qu'on a 3 bandes, mais dans le visible, on n'a qu'une seule bande. Et donc du coup, on a besoin de données de télescopes Sol, qui eux ont des filtres, et donc eux, ils ont de la couleur. Et grâce à ces données, qui sont récupérées par le consortium Euclide, on vient les mélanger entre les données Euclide et les données du Sol, pour venir donner une couleur aux différentes sources qu'on voit. La difficulté étant que nous, étant dans l'espace, on voit plus de sources que les télescopes au sol qui sont embêtés par l'atmosphère. Okay. L'autre problématique qu'on a, c'est que là où nous, on est dans l'espace, du coup, on regarde au nord et au sud comme on veut. Les télescopes sol, ils sont un peu contraints de regarder que dans l'hémisphère où ils sont. Donc du coup, on a 3 télescopes au nord, à Hawaï et au Japon, CFHT, Subaru et Pan-STARRS, qui nous fournissent les données du ciel du Nord, et 2 télescopes au sud, Blanco, qui a été utilisé pour faire le Dark Energy Survey, qui nous fournit les données du sud, et à la fin d'année, le télescope Robin va être mis en œuvre, et on utilisera les données du télescope Robin pour faire la photométrie en nous ajoutant des bandes. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on appelle le 3e instrument, mais sans les télescopes Sol, en fait, il n'y a pas de mission. Et du coup, une fois qu'on a ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Je sais que mon Sol, c'est pareil. Comme c'est un grand consortium, il est le résultat d'accords politiques. Et après, on laisse les ingénieurs se débrouiller pour faire quelque chose qui marchote. Donc les données du télescope, elles arrivent. Les ground stations, elles sont en Espagne et en Argentine, elles sont gérées par l'ESA. C'est les antennes du Deep Space Network, et donc elles sont capables de voir chaque nuit le télescope Euclide. Ensuite, les données elles sont envoyées à Darmstadt au Mission Operations Center, qui vraiment pilote le télescope, puis à Madrid, au Science Operations Center, à l'ESAC, qui lui est l'entité qui programme le télescope et qui récupère les données et qui les tourne en fichiers utilisables. Et ensuite, en fait, les données, elles sont partagées et elles sont traitées dans 9 centres de traitement, 8 en Europe et 1 aux États-Unis. On se partage le ciel et on acquiert les données, et ensuite on envoie les zones de ciel aux différents data centers qui ensuite exécutent le même pipeline de traitement. C'est pareil, ça a été des boîtes qui ont été définies pour mettre des drapeaux dessus et respecter les équilibres politiques. Mais ça marche. Donc il y a la partie VIS, en fait VIS, NIR et EXT. Eux, on part d'images brutes prises dans le télescope. Donc, dans le télescope, on est dans l'espace, on voit des cosmiques, on voit des rayons cosmiques un peu partout. Là, il y a les détecteurs, ils ont chacun leur réponse institutionnelle, etc. Donc, il faut un peu tout normaliser. On a de la non-linéarité dans la réponse des détecteurs. On a des problèmes d'astrométrie, on pointe à un endroit, mais en fait, on a besoin de reconstruire exactement où était le pointé. Donc, on fait ce qu'on appelle la reconstruction astrométrique. Et on a besoin de les recalibrer photométriquement aussi, c'est-à-dire venir donner la quantité exacte de lumière qu'on a reçue.
Donc ça, c'est la première étape, que ce soit dans VIS ou dans NIR. On vient traiter soit les données photométriques de l'instrument visible ou de l'instrument infrarouge. Et dans EXT, c'est à peu près pareil. EXT, ça vient traiter les données des télescopes Sol pour qu'elles soient prêtes à être fusionnées. Et donc, quand on vient fusionner, c'est ce qu'on appelle l'APF MER, pour merge, eux, ils viennent créer, assembler ensemble toutes les différentes données de VIS, de NIR, de EXT, avec les différentes tailles de pixels, avec les différentes résolutions, etc., pour venir faire un catalogue unique. Et ensuite, la partie du cisaillement gravitationnel faible, c'est deux parties qui s'appellent PhotoZ et SHIR. PhotoZ, c'est le Z photométrique. Donc, ils prennent toutes les sources du catalogue et ils vont venir donner le redshift, enfin, un redshift avec une barre d'erreur. Et en photométrie, elle est assez large. Et SHIR, c'est eux qui viennent mesurer sur l'intégralité des observations la déformation statistique, la déformation des sources par rapport à la vraie forme de la galaxie. Donc ça, c'est le traitement. Ça, ces traitements PhotoZ SHIR, c'est 65% de la consommation de CPU au sol. Donc c'est vraiment le plus gros. Et en spectro, on part de ça, là. C'est pas beau, hein, la spectro. C'est plus compliqué de faire de la com sur la spectro. Le spectro qu'on a sur Euclide, c'est un spectromètre sans fente. Donc, quand on fait de la spectro, quand on fait l'expérience au collège, au lycée, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a, c'est assez simple. On met une fente devant une source lumineuse et on voit que c'est magique, l'image est dispersée. En fait, sur Euclide, on vient disperser l'intégralité de la lumière qu'on reçoit. Et donc, toutes les sources, toutes les sources sont dispersées. Et donc, on a dans chacune des images, on a entre 30 000 et 50 000 sources. Et donc, dans chacune des images, on a entre 30 000 et 50 000 raies qu'on va devoir venir extraire, trouver où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête. Et bien sûr, forcément, il y a ce qu'on appelle la contamination. Deux sources qui sont l'une au-dessus de l'autre, quand elles se font disperser, elles se chevauchent. Et donc, pour ça, en fait, on vient disperser dans différentes positions pendant les fameux 4 dithers, pour qu'ensuite, quand on combine les données ensemble, deux sources qui étaient dispersées quand elles étaient dans la même direction, quand on a tourné un petit peu le logarithme, elles se retrouvent décontaminées, plus ensemble. Par contre, elles sont contaminées par d'autres sources. Okay. Donc, comme dit mon collègue qui fait de la spectro, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a toutes les sources. Mais le problème, c'est qu'on a toutes les sources. Voilà. Donc, la spectro sans fente, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est un peu un challenge. Et du coup, ensuite, on se retrouve avec un signal comme ça et avec des raies d'émission. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la raie H-alpha, la raie d'hydrogène. On vient mesurer où est la raie H-alpha. Et c'est ça qui nous permet d'avoir le redshift spectroscopique fin. C'est par la mesure de l'émission de la raie H-alpha qui est ici. Voilà. Et donc ça, c'est CIR extrait les spectres, et SP, il définit le redshift spectroscopique. C'est fait en Italie et en France, ces traitements-là. De loin, ce sont les traitements les plus compliqués aujourd'hui. Le weak lensing a énormément le cisaillement gravitationnel faible a aussi énormément de challenges, mais cette extraction de sources en spectroscopie sans fente, ça n'a jamais été fait. Quand même vérifier où est-ce que j'en suis. Non, ça va. Donc, pendant 12 ans, le télescope a été développé, donc tout allait bien, pas de problème à peu près. Et donc, le 1er juillet, on devait partir sur Soyuz. Bon, on est parti sur SpaceX. Ça, c'est indépendant de notre volonté à la base. Mais tout s'est bien passé. 1er juillet, lancement parfait. Et l'idée, c'était, le 2 juillet, on commençait ce qu'on appelle le commissioning, donc on allumait tout. Le 1er août, on commençait à calibrer tous les instruments. Le 1er octobre, on calibrait la PSF du télescope, donc sa réponse intuitionnelle, pour vraiment être capable de venir mesurer la cisaillement gravitationnel faible. Et on commençait le survey nominal le 1er janvier 2024.
faut se mettre des objectifs. Donc au commissioning, tout allait plutôt bien. Donc là, c'est le trajet de... Ça, c'est Euclide qui part de la Terre. Il y a la Lune qui part autour. On a évité la Lune. Et après, on vient dans... donc on est au point de Lagrange L2. Donc le point de Lagrange L2, c'est à 1,5 million de kilomètres qu'on est de la Terre. Donc on tourne autour du Soleil à la même vitesse que la Terre, autour du Soleil. Okay. Et en fait, on n'est pas vraiment au point de Lagrange L2. Au point de Lagrange L2, il y a aussi qui tourne autour, il y a Gaïa, il y a JWST. Et on tourne autour à plus ou moins 750 000 km du point de Lagrange. Donc, à 4 télescopes, on est très loin d'être surchargé au point de Lagrange L2. Là, c'est une courbe qui monte tranquillement, la descente en température, comme selon les modèles. Et ça, c'est l'allumage de l'instrument NISP. Il y avait tout qui était au vert. Ça, c'était parfait. Le 31 juillet, on a publié ce qui a été appelé les Early Commissioning Test Images. On voit cette magnifique galaxie. Donc, on avait laissé les rayons cosmiques. Ça, c'est un traitement un peu plus pirate, c'est moins officiel comme image. Mais on avait les premiers traitements. Le télescope, il n'était même pas focusé. C'était déjà exceptionnel. Et en fait, en interne, pendant qu'on se glorifiait, la première fois qu'on a allumé l'instrument VISE, ben, on a eu ça. Donc il était censé prendre une image de noir, c'est-à-dire qu'on avait laissé l'obturateur fermé, on avait pris une image, et là où il devait y avoir du noir, ben, on avait cette magnifique trait de lumière. Alors, je vous rassure, hein, c'est tiré, mais la lumière parasite, la stray light, c'est vraiment ce qu'on ne voulait pas. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que le télescope, donc le fameux angle alpha dont je vous parlais tout à l'heure, quand il était parfaitement perpendiculaire, enfin à angle zéro par rapport au Soleil, il y avait cette quantité de lumière, que plus on le bougeait vers un angle alpha positif, plus 5 degrés, on avait de plus en plus de lumière, et que si on le mettait en négatif, on avait quasiment plus rien. On va dire qu'on n'a plus rien, c'est pas tout à fait vrai. En fait, cette lumière parasite, elle vient de plein d'endroits, mais l'endroit le plus documenté, c'est qu'en fait, il y a la lumière du Soleil qui se réfléchit sur un des thrusters là, qui permet de maintenir le télescope, qui se réfléchit en plus derrière le panneau solaire, et qui en fait vient traverser la MLI et rentre au travers de la MLI, et qui vient éclairer le plan focal du VISE. Du coup, la solution, ça a été de le tourner à moins 5 degrés. Mais le problème, c'est que quelques jours après, quand on a décidé de tourner le VISE, il y a eu une éruption solaire, et des fois, le Soleil il balance des rayons X. Et là, on a vu la magnifique structure de la MLI. Pourquoi en fait? Parce qu'il y avait un défaut. Un défaut. Il n'y avait pas de blindage. Et du coup, les rayons X, ils ne sont pas absorbés. Et donc, on a un magnifique détecteur à rayons X. Il semble magnifique. Et là, par contre, c'est dommage parce que plus on est à un angle alpha positif, moins on a de rayons X. Et plus on est en négatif, plus on en a. Alors, dans les faits, on a choisi de rester en angle alpha négatif parce qu'il y a juste une partie du plan focal qui est éclairée par les rayons X, qu'on peut toujours les nettoyer au sol, les rayons X. On perd les données, c'est pas bien grave. Et ça fait pas de dommages, et on peut encore faire de la science. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, les rayons X, ils passent entre. On a l'impression qu'il n'y a qu'un seul gros panneau solaire derrière le télescope Euclide. En fait, il y en a deux, et il y a un petit espace. Et c'est assez drôle, ouais, c'est ça. Alors, on voit ça là. En fait, si vous regardez les cellules photovoltaïques des panneaux, vous avez la petite forme. Et donc, bon là, elle est un peu tournée l'image, mais vous pouvez retrouver la forme des panneaux solaires sur les rayons X. Donc ça, c'était les deux gros soucis du début. Et puis au début, on était avec le guidage grossier du satellite, et on a activé le système de guidage fin, donc qui devait vraiment venir chercher la performance absolue de Euclide en termes de guidage. Et là, le problème, c'est qu'il perdait ses étoiles de guidage. Pendant 3 semaines, on avait un télescope qui faisait ça comme image. Alors on s'est amusé. Donc là, il avait pris des donuts. Là, on avait mis de la couleur, c'était de la spectro. Mais alors du coup, le spectre, il bougeait comme ça. Là, il était parti au ski. Et là, celui-là, en plus, il y avait beaucoup de rayons X. Donc là, c'était compliqué. Mais on en rigole. Mais le problème a été détecté début août et fin septembre.
juste par une mise à jour du logiciel de bord, tout était réglé. Et quand je dis tout était réglé, aujourd'hui, on perd même pas 0,1% des données. Donc, on est très fort pour se moquer de nous sur les performances des systèmes européens, etc. Le système de guidage qui est fait, il est largement plus pointu que le système de guidage du JWST. Et il a été corrigé sur les mois d'août et septembre. Alors après, vous pouvez dire, ouais, mais on ne prend pas de vacances quand il y a un lancement. Il y avait quand même quelques vacances. Et en 6 semaines, tout a été diagnostiqué, corrigé au sol, testé au sol, chargé à bord et testé pendant 2 semaines. Et ça, c'est quand même une grosse réussite européenne. On a un système qui aujourd'hui marche très bien. Et en plus, on peut rigoler des images. Il y en a plein d'autres. On a fait des montages avec des couleurs, etc. Et donc, du coup, ça a eu quelques impacts. Ça a mis du travail un peu sur les gens. Donc, le fait de tourner à moins 5 degrés le télescope pour faire toute la mission, en fait, on vient perdre de l'efficacité du relevé, parce que du coup, il y a plus d'overlap. Il faut faire de la 3D pour s'en rendre compte. Du coup, les gens qui programmaient le survey Euclide, le relevé Euclide, ils ont dû tout refaire en 2 mois. Ça leur avait pris 6 ans de le faire. Et c'était un gros travail à chaque fois. Les rayons X, on les traite au sol. Parce que, encore une fois, les rayons X, ce n'est pas tous les jours. Et de temps en temps, il y a une émission. Et là, comme on sort du pic d'activité solaire, on en a de moins en moins. Donc, en plus, il n'y avait vraiment aucune justification de venir essayer d'enlever les rayons X. Il aurait fallu mettre une feuille de métal de 0,1 mm et on n'avait pas de rayon X, mais on l'a pas. Donc, voilà. Et le guidage, c'est entièrement résolu. Et du coup, grosso modo, on a perdu 2 mois sur le planning. Et sinon, après, on a tout. On a commencé le survey nominal le 14 février 2024, au lieu du 1er janvier, mais franchement, par rapport au travail qui a été fait, c'est parce que la calibration de la PSF, ça a duré un peu plus longtemps, et les 2 mois initiaux, mais on a tout réussi, et on a un survey qui se passe bien. Sauf que la première année a été très compliquée. Donc, quand vous avez un système au sol, vous le dégazez, vous le mettez dans des cuves à vide, il perd toute son eau. En fait, il ne perd pas toute son eau. Les MLI, elles adorent, les petites couvertures de survie, là, elles adorent garder de l'eau. Puis en vue, vous tirez de Floride, donc vous avez 80% de taux d'humidité, donc il y a de toute façon de la flotte. Et une fois dans l'espace, les éléments, ils dégazent, donc ils rejettent cette eau. Et nous, tous les instruments, ils sont dans une cavité instrumentale très très fermée pour éviter la stray-light qu'on a. On les a tous enfermés. Et donc, ces centaines de grammes d'eau qu'on a dans les différents éléments, il y a de la MLI ici, il y a de la MLI tout autour, etc. Ces éléments, ils dégazent. Et donc, l'eau vient se déposer sous forme de glace sur les éléments les plus froids. Et naturellement, ils aiment bien les miroirs. Ce qui est un souci pour un télescope. Et donc, en gros, ce que vous voyez là, c'est que en début de mission, on avait au fur et à mesure de moins en moins de quantité de lumière qui arrivait sur les détecteurs à la fin. C'est en fonction de la couleur des étoiles qu'on regardait. Voilà, c'est par rapport à Gaïa. Du coup, en mars de l'année dernière, comme c'était su que ça allait dégazer, tous les miroirs, ils avaient des systèmes de chaufferette pour réchauffer les miroirs, pour que du coup l'eau s'évapore de nouveau, et les remettre en température. Et on voyait de la perte de flux dans VIS, mais pas dans NISP. Donc du coup, on savait que c'était soit le FOM3, donc c'est ce miroir, soit le miroir M3 qui perdait de la glace. Donc qui accumulait de la glace. Donc on a décontaminé les deux. Au début, on était content. On avait récupéré plus de throughput que ce qu'on n'avait jamais eu. Et après, pendant 3 mois, ça a été un enfer. On a perdu de la lumière, mais chaque semaine, chaque jour, on voyait les pertes de flux. En plus, au bout d'un moment, à partir de mi-avril, au lieu de se déposer uniformément sur le miroir, la glace, elle s'est mise dans une partie seulement, donc on avait plus de pertes dans un coin du plan focal que dans l'autre, donc on ne pouvait plus rien faire des données. On a rechauffé, et depuis, c'est super stable. C'est pas ce qui s'est passé. Et donc, la seule différence, c'est que là, ce coup-ci, on n'a chauffé que le FOM3. Mais depuis, la glace, elle est partie, elle s'est mise quelque part, et elle s'est mise quelque part où elle ne nous embête plus, donc on ne touche plus à rien. Voilà. Mais par contre, on a une super mission maintenant. On n'a jamais été aussi stable. Donc là, c'est top.
Là, on est au top. Et du coup, on a fait tout ça du ciel. Donc ça, c'est au nord. On n'est pas trop allé au nord, mais ça, c'est ce qu'on a la semaine dernière. Donc ça, là, c'est le pôle galactique. C'est pas vraiment le pôle nord écliptique, c'est le pôle nord galactique. Donc ça, on y va très souvent. Et il y a des observations qui sont faites. Là, vous retrouvez le tuilage dont je vous parlais là, tout à l'heure. Et au sud, là c'est là où on a le plus, on a 1500 degrés carrés, même 2000, 2000 maintenant, au sud. Et donc là on a une grande... Alors je vous ai mis les constellations, mais malheureusement les constellations du sud, normalement les gens les connaissent un peu moins que les constellations du nord. Là, le pôle nord galactique, il est dans la constellation du Dragon. Voilà, mais ça marche super bien depuis. Donc on a été obligé de réacquérir les données de l'année dernière quand on avait cette énorme glace, mais depuis c'est top. C'est top, et ça fait du bien d'avoir un satellite qui marche. Premier résultat. Donc, les premières images, pas les techniques, c'était ce qu'on appelle le programme Early Release Observation, et là vous avez de nouveau la comparaison entre les plans focaux Euclid, Hubble, JWST. Donc là, vous avez l'image de la tête de cheval par Euclid, qui a été réalisée le 7 novembre 2023. J'avais oublié la date. Ça, c'est l'équivalent d'un champ de vue Hubble, et ça, c'est JWST. Okay. Donc, par contre, il voit beaucoup mieux. Hein. En qualité d'image, on est à peu près à la même chose que Hubble. On a un plus petit miroir, mais on a des systèmes un peu plus performants. Le JWST, il y a des systèmes largement plus pointus, mais il est incapable de faire un tiers du ciel. Voilà. Donc le programme Hero, il pointait un peu partout. Là, en bleu, vous avez le survey Euclid, et là, on est allé pointer un peu n'importe où pour faire de la com, hein, principalement. Mais ce qu'il a montré, donc dans la math Perseus, donc c'est la première fois, là c'est pareil, j'aurais pu vous mettre à la comparaison, mais c'est la première fois qu'on a pu prendre d'un coup l'intégralité de la math Perseus ensemble. Et donc là, il y a eu l'observatoire de Strasbourg, par exemple, qui a identifié 1100 galaxies naines dans le pointé, qui était inconnu jusqu'à présent dans le cluster de Perseus. Et surtout, ça nous a permis aussi de voir à quel point le télescope était parfait. Et la réponse impulsionnelle du télescope, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que donc, les étoiles, vous voyez les branches, là, c'est le résultat des trois bras qui tiennent le miroir M2, là, tout en haut du télescope. Mais très vite, très vite sorti de là où l'étoile est très brillante, on a des détecteurs qui sont parfaits. Et ça, c'est le système optique défini par Airbus Defence and Space qui est vraiment à souligner. On est capable de faire de la science exceptionnelle, y compris pas seulement pour la cosmologie, mais aussi pour la legacy, grâce à ce télescope qui est d'une perfection assez exceptionnelle. Il est très stable, ça ne bave pas, quoi, hein, en gros, hein, pour dire. Et il a un très bon système de pointée. En février, c'est sorti en février, mais on l'a vu depuis le début de la mission, en fait. Donc là, sur l'écran géant, ça se voit pas trop. Mais donc, on a trouvé une lentille gravitationnelle forte dans NGC 6505, la fameuse. C'est une galaxie connue depuis 1884, qu'elle est seulement à Z égale 0,042, donc à 600 millions d'années-lumière. Et donc ça, c'est du SDSS. Ça, c'est une image de la galaxie qu'on avait avant. Et ici, ça, c'est l'image qu'on a via Euclid. Et ça, c'est pareil. C'est le système optique du télescope qui permet de voir ça. Et donc, vous voyez la croix d'Einstein et la lentille gravitationnelle forte. Donc, vous avez une source derrière, cette galaxie. Et la déformation de la lumière fait qu'il y a cet anneau qui se crée. Ça aussi, hein, ça permet de faire des études sur la matière noire parce que la masse qu'on devine par rapport à la lumière qu'on reçoit de NGC 6505, il n'y en a pas assez pour réussir à créer ça. Et ça permet aussi de détecter à quelle distance est l'objet derrière, etc. Donc ça, c'était en février. Et le 19 mars, on a publié la première release, donc juste de 63 degrés carrés du ciel, 7 jours de données. En fait, on a pris une passe de chacun des champs profonds
Et alors là, c'est pareil, hein, 20 degrés carrés, c'est impossible de le mettre sur un slide. Hein. Ça prendrait, ça recouvre un immeuble, hein, l'image à la résolution complète. Et un pointé qui a été utilisé. Alors là, on l'a colorisé grâce à l'infrarouge. Ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est qu'on a pointé là où il n'y avait quasiment pas d'étoiles pour tester le système de guidage. Donc ça, c'est des données qui viennent de la phase de test du guidage. Et les données, elles sont en libre accès. Et donc, dans ces 63 degrés carrés, il y a eu 500 lattices gravitationnelles fortes qui ont été détectées par des algos de machine learning. Aussi énormément de machine learning pour venir classifier la morphologie et faire des études sur la morphologie des différentes étoiles, de la morphologie des différentes galaxies. Et des travaux aussi. Donc, je vous parlais de cette matière noire, et donc cette matière noire et cette répartition de matière, elle n'est pas faite de manière homogène, et elle se fait selon ce qu'on appelle la toile cosmique. Alors, chacun des traits, là, c'est une position possible de la toile cosmique, et donc par la superposition de ces 20 degrés carrés sur les modélisations de toile cosmique, on se rend compte que ça marche. Il y a vraiment des structures qu'on ne voit pas, mais les galaxies se développent le long de superstructures qui sont invisibles à l'œil, et donc il y a quelque chose qui fait que ces galaxies, elles ne sont pas entièrement aléatoirement positionnées sur le ciel, mais qu'elles ont des positions préférées. Cette partie morphologie et les les strong lensing, pardon, ça a été fait en partenariat avec un site qui s'appelle Galaxy Zoo. C'est de la science participative pour Astro. Hein. Moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais en gros, ça permet d'entraîner. On vous montre des imagettes d'Euclide et vous devez dire si c'est une galaxie spirale, s'il y a ci, s'il y a ça. Et ça permet d'entraîner les algorithmes. Et donc, c'est des gens, c'est des astronomes passionnés là, qui ont fait la classification pendant l'été dernier. Et nous, on a fait le traitement en octobre en prenant leur modèle de machine learning pour faire la classification de morphologie. Et du coup, donc on a fait Q1. Et la grande étape pour nous, c'est alors au grand public en octobre 2026, en interne du consortium, c'est en octobre de cette année, donc en fait c'est demain. Ça va être les premiers résultats cosmologiques en traitant 1 an de survey. Donc 1 an de survey, c'est vraiment le minimum qu'il faut pour avoir assez de statistiques pour faire du weak lensing et du Galaxy Cluster, enfin du BAO. Cette année de survey, avec le problème de la glace, etc., on vient d'avoir les données. Donc là, maintenant, il faut entièrement les retraiter, il faut faire toutes les analyses, etc. Donc la publication en interne du consortium, elle sera à la fin de cette année, au grand public l'année prochaine, pour les premiers résultats cosmologiques sur les premiers éléments de matière noire d'énergie sombre. J'ai des résultats sur 500 degrés carrés, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Mais on sait qu'on est à peu près bon. Et ensuite, il y a 2 autres releases. Une à la moitié du relevé, en 2028, et l'autre à la fin du relevé, en 2030-2031. On verra quand est-ce qu'on termine exactement, avec l'intégralité du relevé. Et c'est à partir de DR1 qu'il y aura de la cosmologie. Et je crois que j'ai terminé. 19h, imbattable. Merci. C'est ça, hein? Ouais. Question, qu'est-ce qui limite la durée de vie? C'est la consommation d'ergol? Non. Alors, qu'est-ce qui limite la durée de vie? On va reprendre Euclide en grand. J'en avais des slides. Donc, techniquement, on a au sein d'Euclide, on a de l'hydrazine pour faire la correction de trajectoire. Là, on a du stock pour des dizaines et des dizaines d'années. L'injection a été parfaite, à peu près 15 ans. Par contre, pour maintenir le télescope en place, quand il y a son pointé, on utilise des gaz froids avec des micro-thrusters. Et là, on est plutôt autour de 10-15 ans de réserve. Voilà. Par contre, ce qu'il y a aussi, c'est le vieillissement des détecteurs.
Voilà. Et donc ça, par contre, autant en infrarouge, les détecteurs vieillissent plutôt bien. Dans le visible, les détecteurs vieillissent un peu plus. Mais en termes de carburant, on est sur du 15 ans à peu près. Donc la stabilisation, c'est purement le gaz froid. Ah, c'est que froid, limite. ouais. Hein. D'accord. Ouais, que du gaz froid. Bon, il y a des questions? Oui. Merci pour votre très belle conférence. J'ai deux petites questions, si vous permettez. La première est d'ordre un peu technique et humaine. Est-ce que vous n'avez pas eu trop les politiques dans les pattes, dans le sens de faire dévier un peu du projet scientifique à la base? Voilà. Et la deuxième, c'est est-ce que le modèle standard vaut le coup pour faire rentrer en jeu l'énergie noire? Alors, les aspects politiques. Quand les missions se montent, l'objectif de la mission, il est partagé par tous les pays qui participent et qui souhaitent participer. Donc, il n'y a pas d'enjeu pour venir modifier l'objectif scientifique de la mission. Les enjeux, ils sont vraiment sur réussir à positionner au mieux la population technique et scientifique de son pays vis-à-vis des autres sur les éléments clés, ce qui peut entraîner effectivement des problématiques de découper des choses qui n'auraient pas dû être découpées et qui auraient dû travailler ensemble, etc. Mais il n'y a pas de déviation de l'objectif scientifique. L'objectif scientifique, il est partagé dès le début. Sur la remise en cause du modèle lambda CDM, le classique, on peut, mais il faut venir avec quelque chose d'autre. Et il faut avouer qu'il ne marche pas si mal. Alors effectivement, on a besoin d'équilibrer 95%, mais il n'y a pas d'autres modèles qui soient aussi robustes et qui soient aussi testés à différentes distances. Et c'est aussi là toute la difficulté des théories alternatives, monde ou autres. C'est pas que ça marche juste dans un cas, mais que ça marche dans plutôt un aussi grand nombre de cas que peut le faire la théorie de la relativité générale. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez mis un peu l'eau à la bouche en nous disant que vous aviez déjà quelques informations sous le coude. On ne va pas insister pour en savoir plus. Mais est-ce que vous pourriez nous dire, pour des gens un peu ordinaires comme moi, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il y a des spéculations sur les résultats qu'on pourrait avoir en matière noire? Je pense qu'on va penser peut-être à la répartition de la matière noire, peut-être des infos sur sa répartition. Est-ce qu'il y a des spéculations de la part de vos confrères sur ce qui pourrait être découvert en quelque sorte? Est-ce qu'on peut... Déjà, on n'est pas les seuls. Là, on n'est pas la seule mission à venir étudier l'univers. En mars, il y a le télescope Sol, mais qui est uniquement un spectro, qui s'appelle DESI, qui a publié des résultats. Eux, les mesures qu'ils font, ils viendraient tendre à une énergie noire et une vitesse d'expansion variable selon le temps. Pas aussi linéaire, enfin, pas une accélération aussi linéaire que ce qu'avait pu montrer Perlmutter. Donc ça fait partie de ce que Euclide va devoir challenger, c'est est-ce qu'on trouve à peu près les mêmes résultats que DESI ou pas. Ensuite, les approches en cosmologie, la première, c'est de venir réussir à contraindre le plus finement possible le modèle pour enlever un peu de barre d'erreur entre qu'est-ce qui est énergie, qu'est-ce qui est matière, pour réussir à ce que ça converge, pour essayer d'en deviner aussi quel est le futur de l'univers et vers où on va tendre. Et ensuite, il y a la possibilité d'arriver à la conclusion que non, ça ne tient pas et qu'il faut un autre modèle. Bonsoir, merci pour votre enthousiasme. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on pense déjà au successeur d'Euclide? Parce qu'on a déjà le successeur du James Webb. Successeur d'Euclide dans l'espace. Alors il y a un roman, mais c'est pas tout à fait la même mission. Aujourd'hui,
sur l'étude en cosmologie, les principales missions commencent. Il y a Robin, qui va être aussi une grande mission d'étude de la matière noire. DESY, ils ont produit leurs premiers résultats. On est plutôt à venir challenger et à venir avoir les résultats de cela. Ensuite, il faudra de toute façon soit venir rescanner avec une meilleure précision, mais non, on n'est pas sur préparer la mission d'après aujourd'hui. Merci. On a encore 10 ans pour traiter les données d'ici. Oui, bonsoir. Vous avez expliqué que vous aviez besoin d'un certain nombre de télescopes au sol pour des télescopes qui permettent de faire des filtres de couleurs dans le domaine visible. J'ai une question un peu particulière. Ce sont des télescopes grand champ, comme le Vera Rubin. Ma question, c'est est-ce que vous avez des soucis avec la pollution des satellites de monsieur, des constellations de satellites de monsieur Elon Musk et les autres? Oui, mais les données, elles sont masquées. Donc, c'est-à-dire que, en fait, la grosse différence, c'est que maintenant, il faut beaucoup plus de... Dans chacune des images, il y a un satellite trail, donc une traînée de satellites. Et donc, il faut plus de poses pour pouvoir atteindre la même profondeur qu'avant. Et parce qu'après, statistiquement, ils ne passent pas toujours au même endroit. Donc, on est capable de venir reconstituer du signal. Mais oui, la pollution par la quantité de télescopes est un souci pour le monde de l'astronomie. Je pense qu'on est un peu... moins armé par rapport aux enjeux financiers qu'il y a à balancer 15 000 satellites dans l'espace. Vous avez évoqué le problème du dépôt de glace sur le miroir primaire. Et vous manifestement, vous avez réussi à résoudre le problème sans problème. Mais est-ce que vous n'avez pas pris un risque, si je me comprends bien, de mettre en danger le miroir avec les chaufferettes, justement? Non. Alors, juste pour corriger un tout petit peu. Dans l'espace, il y a ce miroir M1, qui est le miroir primaire. Alors lui, il ne prend pas de glace, il est dans l'espace. Ensuite, il y a le miroir M2, lui, il est tout en haut là, et là on revoit les bras dont je parlais tout à l'heure. Lui, c'est pareil, il ne prend pas. Et la glace, elle est vraiment dans la cavité instrumentale. Et donc la glace, on pense qu'elle était sur ce miroir, là, le FOM3. Par contre, non, il n'y avait pas de prise de risque. Il y avait, on savait que ça allait déposer. Et alors, on peut discuter de la qualité de la procédure. La procédure qui avait été faite pendant la phase de développement, elle coûtait 2 mois complètes de mission pour venir tout réchauffer, avec des risques, par contre, pour le coup, de venir réchauffer les détecteurs infrarouges qui, eux, n'aiment pas du tout être réchauffés. Mais les miroirs, les chaufferettes avaient été positionnées à dessein pour pouvoir les réchauffer, et sans risque sur leur structure, en venant les chauffer, enfin, qui cassent ou quoi. Donc tout ça, ça avait été prévu. Ouais. Alors, ça, il n'y avait pas de risque vis-à-vis de ça. Par contre, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas où est la glace. Hein. J'ai cru noter que vous aviez été agréablement surpris par la qualité de la réponse. Oui. C'est à moi là. Excuse-moi, en fait, j'ai une question assez spéciale, peut-être pas très sympathique. En fait, sur la matière noire, il existe 2 écoles. Il y en a qui disent que ça n'existe pas. Il faut réviser la théorie de gravité. Il y a une autre école, c'est comme vous, et croyez au fond, pour essayer de trouver la trace, pour prouver qu'elle existe. Et si un jour on a découvert, la théorie de gravité ou la théorie d'Einstein, quelque chose qui ont évolué, on trouvait en fait la matière noire n'existe pas. Comment ça pose pour tous les efforts et toutes les recherches dessus? Excuse-moi, c'est pas très gentil. Mais je l'ai dit, enfin, c'est pareil, au Moyen-Âge, on était capable d'expliquer par des mathématiques la récession de Mars dans le ciel et la Terre restait au milieu du système solaire, enfin du système Terre. Donc, je veux dire, réussir à mettre des équations pour expliquer ce qu'on voit, c'est entre guillemets facile. Okay. Donc, par contre,
imager un tiers du ciel, ça ne sert pas à rien. Et même s'il y a une théorie alternative, avec la quantité de données et la quantité de sources qu'on vient cartographier et mesurer avec une précision infinie, on pourra toujours la tester, cette théorie, à grande échelle. Voilà. Donc, même si la mission, elle permet à la fin d'avoir un modèle alternatif qui devient la vérité absolue, la mission n'est pas inutile parce que l'intégralité des données pourra permettre de venir challenger ce modèle et de le tester à grande échelle. Mais après, effectivement, ce qu'il y a derrière Euclide, c'est le modèle lambda CDM, lambda cold dark matter. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça, mais je ne dis pas qu'on est des fervents défenseurs de modèles alternatifs, mais il n'y a personne qui dira qu'il n'y a pas de possibilité que le modèle lambda CDM soit pas au moins en partie faux. Ça, c'est clair. Bonjour. Vous avez mis le satellite sur le point de Lagrange. Oui. Pourquoi pas en orbite basse, ce qui aurait peut-être permis de se débarrasser des tempêtes solaires? Où ça, pardon, j'ai pas entendu. Pourquoi l'avoir mis sur le point de Lagrange plutôt qu'en orbite basse? Alors, en orbite basse. Le problème de l'orbite basse, c'est les changements de température. Quand tu passes au Soleil ou que tu passes à l'ombre en tournant autour de la Terre, tu as des gradients de température qui sont très importants. Tu viens déformer ton télescope. Tu as une réponse, tu as du coup une incapacité à venir remodéliser exactement la réponse impulsionnelle de ton télescope. Parce que ton télescope, il bouge, en gros. Il se déforme avec les changements de température. Tandis que quand tu viens te mettre au point de Lagrange L2, c'est pas par hasard qu'il a cette forme. Hein. Le panneau solaire, il sert aussi à protéger, à faire un bouclier thermique. Et en fait, le panneau solaire, logiquement, on le tourne toujours vers le Soleil. Et en fait, comme on tourne à la même vitesse que la Terre autour du Soleil, on a une position qui est très stable et un environnement thermique du télescope autour de lui qui est très très stable. Du coup, il n'y a pas de déformation, même si on a mis du carbure de silicium partout, etc. S'il y a des déformations de température, on les voit. On est capable de mesurer des déformations, des changements du focus de télescope quand il y a 3 Kelvin de différence à l'intérieur de la cavité instrumentale. Voilà. Donc non, c'est pour ça qu'on ne peut pas du tout être en orbite basse pour faire des mesures de weak lensing comme ça. Au premier rang, il attend depuis tout. Bonjour et merci pour votre conférence. Je voulais savoir, en fait, comme Euclide est tourné, son observation est tournée côté opposé au Soleil, du coup, au terme des 6 ans, si j'ai bien compris, vous avez couvert ce que vous dites 14 500 degrés carrés. Et du coup, ça représente combien de la proportion de la totalité, en fait? Un tiers du ciel. Un tiers du ciel. Un tiers du ciel. D'accord. Voilà. Donc Euclide il tourne tranquillement comme la Terre autour du Soleil, donc en un an, et à chaque fois, à tout moment, il est capable de scanner tout ce qu'il veut autour de lui comme ça en tournant sur lui-même, et donc en tournant, on arrive à scanner tout le ciel. Et 15 000 degrés carrés, c'est un tiers. C'est 45 000 degrés carrés. Et le reste étant ce qui est caché par... Le reste, c'est ça, c'est du ciel inutile pour nous. Je ne sais plus où j'ai le survey là. C'est du ciel... C'est du ciel qui fait plaisir aux gens du... Ça, c'est la galaxie, et ça, c'est le plan de l'écliptique. On a plein d'objets qui passent devant nous, là. Ça ne nous intéresse pas. Les astéroïdes, tout ça, on ne fait pas. Alors, on a quelques données qui ont été prises, mais non, ça on ne fait pas. Non. D'accord, merci. Bonjour. Comment vous déterminez la quantité de matière noire et d'énergie sombre, le pourcentage exact que vous avez dit au début? Donc, c'est dur. En gros, moi je dis souvent, quand j'étais en études supérieures, je tentais le démonstration triviale, mais à chaque fois j'avais 2. C'est à peu près pareil.
On commence assez facile. Vera Revin. Là, il y a l'équation. Et l'équation est facile. En gros, on mesure la vitesse. Normalement, on doit être en rapport à G. Voilà. Et par contre, il y a une vitesse qui est beaucoup plus grande. Donc, il y a plus de matière. Okay, donc là, déjà, tu vois un rapport entre la matière que tu vois et la matière totale contenue dans la galaxie qui vient jouer et introduire des forces de gravitation. Ensuite, là, tu as besoin de modèles beaucoup plus compliqués pour venir expliquer que ça accélère. Donc tu sais, tu es capable de dire combien il y a de masse, mais par contre, tu es capable de... Tu connais l'énergie qu'il y avait au début de l'univers, et par contre, pour réussir à expliquer cette accélération, il faut rajouter de l'énergie qui, à un moment, devient prépondérante, et c'est ça les 70%, à peu près, à la main. Ingénieur, hein. Pas chercheur. Merci pour la conférence. On a vu que les données sont en accès public, c'est la pratique courante dans le domaine. Mais étant donné la quantité phénoménale de données, est-ce qu'en pratique, des chercheurs extérieurs au consortium accèdent vraiment de façon productive à ces données? C'était où? Eux. C'est-à-dire que tous ces gens, tous les gens qui viennent, qui sont intéressés dans certains objets, en fait, ils viennent... le grand public, moi le premier, je suis capable d'aller sur le site de l'ESA qui présente les images, balayer dessus, regarder les magnifiques images, j'en ai plein sur mon PC, etc. Ça, c'est inutile, ça, c'est pas de la recherche. Par contre, les vrais chercheurs, ce qu'ils font, c'est que d'abord, ils travaillent sur le catalogue. On fournit, avec les images, on fournit un énorme catalogue qui répertorie toutes les sources qu'on a vues avec leurs différentes caractéristiques. Et ils font des requêtes sur les catalogues pour venir chercher ceux qui ont les plus grands redshift photométriques, ceux qui ont telle morphologie, ceux qui ont ci, ceux qui ont ça. Et ils viennent découper la population d'intérêt pour leurs travaux de recherche et ensuite ils vont chercher les images associées. Sur l'utilisation à l'extérieur du consortium de l'intégralité des catalogues, etc., pour venir challenger des résultats cosmologiques, là, c'est vrai qu'il y a un ticket d'entrée qui est beaucoup plus important. Le consortium a 1 an d'avance, etc. Donc là, c'est plus limité. Mais sur la science héritage, non. Et là, il y a du grand public qui télécharge. Et pour faire de la recherche, hein, pas que comme moi. Merci. Alors, j'aurais 2 questions. La première, c'est comme moi, je vous entends que vous traitez beaucoup de données. Généralement, on utilise des data scientists ou, je dirais, de l'intelligence artificielle pour traiter tout ça. Vous parlez beaucoup de personnes. Alors, est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous développez des modèles d'intelligence artificielle pour vous aider? Première question. Et la deuxième, c'est un peu, je dirais, avec le sourire. Vu que c'est un petit peu confidentiel, là, quand c'est que vous comptez revenir pour nous détailler et nous vulgariser un peu les résultats? Octobre 2026, ça c'est facile, la DR1, et on n'aura pas le droit de parler avant octobre 2026, sauf... voilà. Donc ça, premier résultat cosmologique, octobre 2026, en public. De l'intelligence artificielle, oui, il y en a. Il y en a au niveau de VIS ou de NIR. C'est pas très facile d'identifier des rayons cosmiques. Rayons cosmiques, en fait, c'est des petits traits comme ça, et ça ressemble beaucoup aux étoiles et aux branches de la diffraction des étoiles, par exemple. Donc, dans les algorithmes standards, ils ont une certaine tendance à se tromper et à prendre les étoiles de diffraction pour des rayons cosmiques et à les masquer alors qu'il ne faut pas, on en a besoin pour la science. Donc il y a du machine learning dans VIS et dans NIR pour venir faire ce masquage de rayons cosmiques. J'en ai parlé sur Q1 dans MER, quand on crée le catalogue. La morphologie des galaxies et la classification des galaxies en disant celle-là elle a un petit bras comme ça, celle-là elle est une belle galaxie spirale, celle-là c'est une galaxie barrée, celle-là c'est une galaxie comme ça. Ça c'est pareil, c'est des algos de machine learning. Donc c'est le programme Galaxy Zoo qui a été fait pendant l'été dernier là, avec des gens qui ont regardé des petites imagettes et qui disaient ça c'est une galaxie barrée, ça c'est une galaxie à bras spiraux, ça c'est 2 galaxies en train de merger, etc., etc. Et donc il y a un algorithme de machine learning, il y a du machine learning qui est utilisé pour venir faire la classification, la morphologie des galaxies.
Et ensuite, les redshifts, la détermination des redshifts photométriques et spectroscopiques, les deux sont aussi à base de machine learning. On entraîne sur des jeux de données, sur des zones de ciel qu'on connaît très bien, qui ont été cartographiées par énormément de télescopes Sol, etc. Donc on connaît très bien ces zones de ciel-là. Et à partir de ça, ils appliquent des algorithmes de machine learning pour venir donner le redshift photométrique, enfin les groupes de population, et le redshift spectroscopique, enfin la probabilité du redshift en spectro. La partie finale, ce qu'on appelle le LE3, là, il n'y a pas de machine learning, c'est vraiment des stats, c'est des fonctions de coloration à 2-3 points, c'est des mathématiques qui viennent chercher la cosmologie à la fin. Là, il n'y a plus de machine learning. Le machine learning, il est un peu partout au milieu du pipeline. Je remercie, en tout cas, tout le monde a entendu qu'il revenait en 2026. Bonsoir, merci pour votre présentation. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu du problème de guidage en attitude que vous avez eu et comment vous avez réussi à le résoudre? Alors, je ne sais plus où il est. Le guidage en altitude, ce qui se passait. Alors, déjà, comment il marche le guidage en altitude? Tac, tac, tac. L'instrument vise, il est où? Là. Ça, c'est l'instrument vise. Okay, là et là, il y a 4 CCD. Et ça, c'est le guidage. Okay, donc, quand il y a le shutter qui vient se fermer, là, en fait, il ne ferme pas la vision de ces 4 CCD, et c'est pour ça qu'on a du Straylight. Parce que si on avait eu un shutter qui fermait entièrement, on n'aurait pas de Straylight. Mais on est obligé de maintenir le guidage, donc on ne peut pas entièrement fermer l'instrument vise. Donc ces détecteurs-là, c'est eux qui prennent le relais du système de guidage complet pour venir faire le maintien. Une fois qu'on a loqué, en fait, chacun des détecteurs, là, il venait loquer un ensemble d'étoiles, et après, son but, c'était de les garder. Okay, là où l'instrument vise, on fait des lectures et des temps de pause de 560 secondes, sur les CCD, on venait faire des lectures toutes les 2 secondes. C'était des readouts toutes les 2 secondes. Et dans les simulations au sol, le modèle de cosmique était mauvais, avec beaucoup moins de cosmique que ce qu'il y avait réellement. En plus, on était un peu proche du pic, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'était que très rapidement, de 9 étoiles de guidage, on passait à 4, à 3, à 2, et après, c'était fini. Après, le FGS se mettait en carafe, l'AOCS essayait, avec les roues à réaction, etc., essayait de reprendre le truc, il n'y arrivait pas, et il se mettait en position de sécurité. On avait un pointé, là, on pointait au nord, et on ne bougeait pas. Voilà, en gros, avec les mains. Et du coup, ce qui a été fait pour corriger, c'est qu'au lieu de prendre une image toutes les 2 secondes, on prend toujours une image toutes les 2 secondes. On a peut-être un peu étendu la durée d'exposition, je ne me rappelle plus. Mais surtout, on stack les images 2 à 2, ce qui permet d'éliminer le rayon cosmique. S'il était là, il n'est plus là le coup d'après, ce qui nous permet de loquer de rester loqué sur un nombre suffisant d'étoiles. Comme je disais, aujourd'hui, on perd 0,1 pause. Les chercheurs diront que c'est inacceptable, un ingénieur est exceptionnel et magnifié par la performance du système. Mais au final, ça c'est plutôt bien résolu. Voilà. Je ne sais pas si tu veux plus de détails, mais c'est à peu près ça en technique. Il y a d'autres questions dans la salle? J'avais une deuxième question. Ah, pardon. Ah. Oui. Vas-y. Oui. J'avais une autre question, vous avez parlé de collaboration avec les d'autres télescopes. Est-ce qu'il y a des collaborations actives avec des stratégies communes par rapport au James Webb, à d'autres Alors, par rapport à James Webb ou Hubble, nous, on fait un relevé du ciel avec un programme qui est défini à 6 ans et on fait notre mission. Là où JWST ou Hubble, ce sont des appels à projets chaque année à peu près, ou tous les 6 mois, je ne me rappelle plus. Là. Il y a des scientifiques qui viennent dire, moi pour mon travail de recherche, je voudrais qu'on aille pointer cet endroit-là, etc. Et il y a un comité de sélection qui choisit le programme et qui établit le programme du JWST ou de Hubble pour les X mois à venir. Okay, donc, ce qu'on peut imaginer comme lien entre Euclide et d'autres télescopes, Sol ou JWST, c'est de la détection d'objets d'intérêt dans le relevé Euclide. Mais nous, une fois qu'on est passé une fois, mis à part les champs profonds, on ne revient plus. Okay, donc, on peut avoir ce qu'on appelle des follow-up observations. C'est des scientifiques qui
voient quelque chose dans une source et qui auraient besoin de plus de temps d'exposition, de la finesse de JWST. Je n'ai jamais dit qu'on avait un télescope aussi fin que JWST. Et donc là, on peut avoir du follow-up. Ensuite, sur l'accès aux données sol, oui, ça a été un très grand travail à la fois politique et scientifique d'échange de données dans des périodes propriétaires, etc., entre différents consortiums qui sont des consortiums assez grands. Et là, on travaille ensemble pour venir créer ce relevé. Donc, dans les télescopes, il faut découper les deux entre ceux qui font des relevés du ciel, et donc on est bête et méchant, on scanne, et les observatoires qui sont des télescopes qu'on vient programmer à dessein selon un programme scientifique qui est construit au fur et à mesure des années. Et ça, c'est complémentaire entre un observatoire et un surveyor. Merci. Et Gaïa, en fait, sans Gaïa, on ne marche pas. En fait. Je l'ai dit. Bon, déjà, Gaïa DR1, il est dans le système de guidage. Les étoiles qu'il lock, il les lock avec le catalogue Gaïa. Mais donc, on dit au télescope de pointer à un endroit et après, on a besoin. La première étape du traitement, c'est de recalibrer astrométriquement l'image pour savoir exactement comment on a pointé et avec quelle orientation. On peut avoir une petite rotation. Et ça, l'entrée du pipeline, enfin du traitement, c'est le catalogue Gaïa DR3 qui nous permet, à partir du catalogue d'images, de venir recaler l'image parfaitement. Tac. Ça, là, c'est Gaïa. BP-RP, c'est Gaïa. Donc, comment on a fait pour mesurer que, globalement, on avait des pertes? On n'a pas passé de septembre 2023 à septembre 2024. Là, on n'a pas passé toujours au même endroit. Et on a été capable de faire ce plot tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que Gaïa, il y a des mesures de photométrie de l'intégralité des étoiles qu'on voit tout autour de nous. Et ce plot-là, on vient mesurer la photométrie que nous, on a mesurée par rapport à Gaïa. Donc, c'est Gaïa qui nous a permis de détecter la glace aussi et de la monitorer. Voilà. Calibration astrométrique, ça par contre partout, et monitoring, la vérité de la photométrie, c'est en partie Gaïa. Voilà. Dans le visible. Si Gaïa était dans l'infrarouge, ce serait mieux. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez revenir sur les lentilles gravitationnelles partielles, le petit schéma avec le rayon de lumière qui se faufile entre les étoiles, les galaxies, tout ça? Lentille gravitationnelle faible. C'est ça, oui. Ouais. J'avais perdu le qualificatif. J'arrive. Il est là. Ouais, lui, il est là. Il nous réexpliquait un petit peu... Donc, je reprends un coup. L'antillage gravitationnel fort, normalement, ça va à peu près. Un gros objet, en fait, c'est du 1 pour 1, on va dire. Cas simple. Euclide, un gros objet, un petit objet, sa lumière et sa forme, enfin, sa lumière se fait détourner, un peu comme vous prenez un verre, là, et vous avez la forme qui est déformée. Ok, ça va. La déformation du rayon de lumière, il se fait par la masse de l'étoile ou de la galaxie. Oui, j'ai compris, mais comme il y a un empilement là de nombreuses sur le trajet de la lumière, on ne fait qu'une intégrale. Et c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des tranches de redshift dans l'histoire de l'univers, pour pouvoir faire le calcul de matière noire sur le calcul de matière complète sur ce qui est proche de nous, un peu plus loin, encore un peu plus loin, encore un peu plus loin, un peu plus loin. Parce qu'effectivement, on ne fait qu'une intégrale. Là, c'est pour ça que sur ce schéma, on maintient toute la toile cosmique et l'intégralité de la matière qu'on déduit de l'univers, parce qu'effectivement, on ne fait qu'une intégrale de la quantité de matière entre nous et la source distante. Et c'est pour ça qu'il nous faut des stats, qu'il nous faut beaucoup. Parce qu'on a besoin de statistiques et de grands nombres pour pouvoir éliminer les différents biais, les différentes contributions dans la déformation qui est faite.
c'est compliqué, hein, le scintillage gravitationnel faible. Et encore une fois, hein, on va chercher des effets de très très faible amplitude, hein, très 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 faible. Merci. Bonsoir. Merci pour votre expertise. Je voulais vous poser une question sur les instruments de mesure. Quelles sont les différences principales entre celui d'Euclide, par exemple, avec celui de JWST qui peut aller chercher beaucoup plus loin? Est-ce que vous savez comment il fonctionne? Je ne suis pas le plus grand. Alors déjà, JWST, il n'est pas du tout dans le visible. Il est dans l'infrarouge et dans le moyen infrarouge. Nous, on n'est pas du tout dans le moyen infrarouge. Ensuite, par contre, je ne connais pas assez JWST pour dire quantité de détecteurs. On en a beaucoup plus parce qu'on a un plus grand champ de vue, mais je ne saurais pas répondre sur les différences fines avec JWST ou Hubble. Le Hubble, il va chercher de l'ultraviolet qu'on n'a pas, par exemple, aussi. Voilà. Ça va être les bandes de fréquences, principalement. Après, JWST a un très grand miroir. Hein. Il faut savoir reconnaître. Et dans l'espace, il n'y a pas de miracle. Hein. Il n'y a plus l'atmosphère, donc c'est la taille du miroir qui fait tout. Hein. Ça, c'est... Il n'y a pas de feinte. Bonsoir. Ici. Ah, pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cosmologie gravitationnelle? Est-ce que Euclide vise à tester des prédictions? C'est-à-dire aujourd'hui, la cosmologie gravitationnelle, c'est quelque chose d'assez nouveau, je pense. Voilà. Donc, du coup, est-ce que Euclide, qui est très récent, est-ce qu'il vise justement à... Oui, c'est-à-dire que l'objectif d'Euclide, ça va venir... On va dire qu'aujourd'hui, il y a des barres d'erreur qui sont très larges, et ça va être, par le fait qu'on est les seuls à avoir les deux mesures, le l'anti-lag gravitationnel faible et les BAO, on a deux mesures indépendantes qu'on va venir combiner à la fin pour essayer de réduire les barres d'erreur le plus possible. Et donc, pour avoir la meilleure connaissance possible entre l'équilibre entre matière et énergie, voire remettre en cause le modèle s'il faut. Voilà, c'est un peu l'objectif. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci encore, M. Cazard. Merci. Merci infiniment. Deux petites informations avant le départ. La prochaine conférence, le 24 juin, c'est les taïkonautes à la conquête de l'espace. Donc les taïkonautes, c'est le programme spatial habité chinois. Et c'est M. Philippe Coué, qui est membre de l'Académie internationale d'astronautique, qui va faire cette conférence. Et je dois vous signaler un événement organisé par l'Académie de l'espace. C'est un colloque à Eurocontrol à Bruxelles, les 12 et 13 novembre 2025. Gérer l'impact des conditions météo sur les opérations aériennes et lancements spatiaux. Donc ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire dès maintenant.